Unanimité. On en vient à un avenant au marché de maîtrise d'œuvre pour l'Institut des cultures d'islam. Alors c'est le deuxième avenant qui est fait et qui est proposé ici, suite à un certain nombre de surprises qui ont été trouvées au moment du chantier et qui ont obligé non seulement l'entreprise mais aussi la maîtrise d'œuvre à réaliser des prestations supplémentaires en termes d'études. Et donc tout cela se monte à une somme d'environ 200 000 euros, 274 000 euros. Et donc on vous propose cet avenant pour finir le travail accompli par le groupement Atelier Lyon Architecte Urbaniste, associé à Bérim, Aïda, Transsolar Énergie Technique. Merci. Monsieur Julien. Plus 10%. C'est l'augmentation de cet avenant par rapport au prix initial. Si on intègre le premier avenant, on a déjà dépassé de 15% le coût des travaux initiaux. Et si on lit de près la délibération et les pièces annexes, on se rend compte que, en réalité, une part de ces travaux était prévisible. D'ailleurs, la délibération le dit explicitement. Et si maintenant on fouille encore et qu'on regarde le rapport de la commission d'appel d'offres qui est joint à la délibération dans l'annexe, on verra que le vote n'a pas été unanime, ce qui n'arrive pas très souvent. Dans la CO, en général, les choses se passent de manière unanime. Et on voit bien qu'il y a eu une opposition parce que, voilà, il a été mentionné quand même que ce n'était pas normal qu'il y ait de telles dérives. Il faut avoir une vision, pas simplement sur ce dossier, mais une vision parisienne. Quand on regarde les dérapages qu'il y a eu sur des grands travaux, parfois contestés, je pense à la Philharmonie, mais je pourrais penser à la Canopée, je pourrais penser à beaucoup d'autres. Et donc nous sommes saisis, là, à l'échelle locale, de cette délibération. Je crois qu'il faut quand même lancer une alerte. Il faut être très attentif à ça. La ville ne peut pas être mise systématiquement sur des projets qui coûtent extrêmement cher, et celui-là n'est quand même pas, c'est pas en dizaines de milliers d'euros que ça se compte, là, c'est 2,5 millions d'euros et plus, le marché initial. Donc, il faut quand même lancer une alerte. On ne peut pas continuer d'être mis devant le fait accompli par les entreprises. Enfin, je sais pas, notre histoire est riche, je vais pas remonter à l'histoire du canal de Suez, mais enfin, voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle il n'est pas question, évidemment, pour les écologistes de bloquer ce projet que nous soutenons, que nous approuvons, etc. Mais enfin, il faut quand même marquer le coup. C'est pourquoi nous allons nous abstenir exceptionnellement sur ce projet pour dire à haute voix, fortement, ce que je viens de vous dire aimablement. Voilà, merci. Bien, la question des suivis des chantiers est une question assez large. Le chantier de l'ICI, et ça se voit dans la délibération, avait quand même une particularité. C'est pas exactement le même projet que le projet d'une école qu'on a l'habitude de faire, et donc il y a aussi un certain nombre de contraintes qui sont liées à la particularité fort utile et indispensable même du site qui, moi je partage l'idée qu'il faut surtout être le plus précis possible et ne laisser aucun coup dériver. Mais ce qui est vrai pour un certain nombre de grands équipements l'est sans doute un peu moins pour l'ICI, qui a quand même des caractéristiques assez particulières, qui a rendu le déroulé du chantier un peu plus compliqué, et notamment pour ce qui est de la salle du premier étage. Madame Boyer. Et ensuite Michel Lerneuf, puis on passe au vote. Oui, monsieur le maire, je constate effectivement, enfin je comprends d'ailleurs la position des élus verts, parce que la mise en place d'un système de vidéosurveillance figure dans cette délibération, et d'après ce que je comprends, ils n'y sont pas favorables. Donc je pense que c'est un élément supplémentaire qui doit justifier leur réserve. Pour notre part, nous allons également nous abstenir, car effectivement nous considérons qu'il faut quand même maîtriser les dépenses publiques, et que les dérapages, c'est quand même pas bon pour le budget. Moi, à titre personnel, alors je m'abstiens 2 fois,
tout simplement parce que je ne partage absolument pas les projets qui juxtaposent les activités culturelles et cultuelles. Je pense que c'est une totale erreur de juxtaposer, surtout par les étages, les activités de confession et les activités culturelles. Ça amène une confusion et je pense que dans quelques années, vous verrez, on viendra à séparer tout ça. Laissez une petite minute, toute petite minute la parole à Pascal Julien, parce que je ne voudrais pas me faire le porte-parole des élus écologistes. Puis, pour très peu de temps aussi à Daniel Vaillant, je ne vous suggère pas que nous relancions le débat sur l'ICI, qui, je rappelle, a été voté plusieurs fois ici à l'unanimité, parce que vous n'y étiez pas, mais d'autres que vous y étiez, parce que je crois que c'est justement ce travail. Chacun autour de la table, certains avaient commencé par voter contre ou s'abstenir, et ceux qui ont travaillé sur le projet sont justement arrivés à un vote favorable, et je crois que j'inviterai chacun à faire ce travail qui amène normalement à la conviction. Monsieur Julien. Alors, chère madame, vous m'avez mal écouté, je ne m'abstiens pas pour la question de vidéosurveillance, absolument pas, je suis plutôt favorable en l'occurrence à la vidéosurveillance telle qu'elle est dans un établissement privé, de droit privé, si vous voulez, on est hostile à la vidéosurveillance dans l'espace public, voilà, dans la rue. Mais ensuite, les gens font ce qu'ils veulent chez eux. C'est tout à fait une autre problématique. Donc, ce n'est pas du tout, je ne pouvais pas laisser dire ce que vous avez raconté. Je suis hostile, simplement, enfin, c'est pas dire que je suis même pas hostile, je m'abstiens simplement pour une raison de méthode, pour alerter, pour dire à la ville, faites attention au dérapage du prix des travaux. Et enfin, mais je ne développerai pas, évidemment, là pour le coup, vous connaissez mal l'histoire et le montage juridique de cette institution, puisque vous dites surtout en contradiction avec ce que votre groupe a toujours affiché. Nous sommes pour l'ICI parce que il respecte à la lettre la loi de 1905 et je dirais même, d'une certaine manière, dans l'esprit. Alors, et celui qui vous parle est extrêmement vigilant sur les questions de laïcité. Je me suis même rendu à la grande prière du vendredi pour voir comment ça se passait très concrètement. Donc, j'ai cette vigilance, mais par pitié, s'il vous plaît, évitons de refaire le débat qu'on a déjà eu ici dans une nature précédente. Je vous remercie. Ne refaisons pas ce débat. Daniel Vaillant pour quelques instants là-dessus aussi, et puis on passe au vote. Simplement, Madame Boyer, pour la première fois ici, alors elle est élue depuis peu, à peine un an, mais le maire a dit ce qu'il fallait dire. C'est un projet qui fut difficile à monter, mais j'y crois qu'il concourt à la laïcité. Et je ne reviens pas sur le débat qui a été bien maîtrisé tout à l'heure. Je pense, moi qui suis un laïc athée, je pense, y compris par rapport à des phénomènes qui sont ceux qui nous assaillent, je crois qu'il faut être capable de s'appuyer sur les religions. C'est pas parce que j'ai été ministre des cultes pour combattre les intégrismes, les excès, les extrêmes. Et donc je crois que le montage qui a été observé, Observatoire de la laïcité à l'Hôtel de Ville, Conseil scientifique avec Olivier Roussel, dont j'ai entendu le nom tout à l'heure et je m'en réjouis. Bref, ce système a été monté qui a permis à la ville de ne pas financer un lieu de culte, mais de permettre un lieu de culte digne, parce que vous, Madame Boyer, vous n'avez pas connu l'islam des caves dans le 18e et les prières dans les rues. Eh bien, moi je pense qu'il est mieux que les fidèles musulmans puissent prier comme ils peuvent le faire rue Doudoville, rue Stephenson, ou comme ils le feront rue Polonceau, puisque le premier adjoint Bruno Julliard, à l'occasion de l'inauguration de la magnifique exposition qui était celle l'autre jour proposée aux uns et aux autres et qui a un formidable succès, je pense que, au contraire, la coexistence de la loi de 1901 et 1905 est un modèle pour respecter la loi de 1905 et ne pas se heurter à la difficulté qui fait que les musulmans n'auraient pas de droit à un lieu de culte digne, transparent et, à mon avis, qui nous prévient contre des lieux de culte. On en a connu, Michel, hein, dans les caves, dans le 18e. Eh bien, c'était beaucoup plus préoccupant que l'islam qui est pratiqué dans des conditions conformes à la loi, à l'Institut des cultures d'islam. Donc je m'inscris absolument en faux par rapport à ce que vous avez dit, madame. Bien. Et je rappelle qu'il n'y a pas 1 euro d'argent public dans le financement du lieu de culte.
qui est quand même un modèle du genre. Je ne sais pas si Michel Larnov veut reprendre la parole sur ce sujet. Absolument. Allez-y. On a créé un ovni, quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs. On l'a créé dans des conditions longues, compliquées, sans avoir dès le départ l'interlocuteur cultuel. Ça s'est manifesté très tard. Et autant je suis d'accord pour qu'il y ait un effort de fait sur la maîtrise des dépenses pour la plupart des équipements publics que la ville, pour tous les équipements publics d'ailleurs, que la ville construit. Autant là, j'ai quand même une espèce d'explication qui est de dire, voilà, par exemple, je vais vous donner une chose très précise, les toilettes. L'architecte avait fait des toilettes comme on a là actuellement. Et puis, c'est après, une fois que le groupe qui des Habous s'est manifesté et qu'on savait maintenant quel était l'interlocuteur, ils ont dit, non, nous, il nous faut les trucs à la turque. Bon, hop, ça fait un surcoût. Et il y a eu comme ça un certain nombre de surcoûts qui viennent du fait que l'on créait quelque chose que l'on ne savait pas, que l'on ne maîtrisait pas vraiment, et qui nous manquait l'interlocuteur dès le départ pour travailler sur les plans et sur la structure de ce document, de ce monument, pardon. Voilà ce que je voulais simplement dire, mais je vous invite quand même à voter cette délibération. Je vous en remercie et nous serons évidemment très vigilants parce que c'est la moindre des choses pour les équipements publics et notamment pour la suite de l'ICI. Sur cette délibération, donc qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée. On en vient à la délibération qui va nous permettre d'adopter le programme local de l'habitat modifié et je donne la parole d'abord à Michel Lerneuf. Alors, 156 pages, le programme local de l'habitat modifié, plus des annexes par arrondissement. Donc, je ne vais pas reprendre la discussion générale et je pense que certainement tout à l'heure Yann tiendra à dire quelque chose, mais je pense que sur le plan parisien, ce sera plutôt traité au niveau du Conseil de Paris. Et moi, ce que je vais faire, c'est de le décliner par rapport à ce qui nous concerne, nous, dans l'arrondissement. Alors pourquoi quels sont les objectifs d'abord de cette modification? Il y a plusieurs objectifs. Le premier, c'est parce qu'on a décidé donc d'augmenter la programmation de nouveaux logements et notamment de nouveaux logements sociaux. Et donc c'est pour s'en donner encore plus les moyens. Deuxième objectif, c'est de prendre en compte les nouveaux objectifs fixés par la loi SRU qui nous font passer de 20 à 25 et avec l'engagement parisien et régional de passer à 30%. Troisième objectif, c'est intensifier les actions en faveur du logement des classes moyennes. Profiter donc du fait que maintenant on va pouvoir créer du logement intermédiaire et donc pour cela, avec le PLS et le logement intermédiaire, permettre de mieux répondre aux classes moyennes, même si on y répondait déjà pas mal. Quatrième grand objectif, c'est améliorer sensiblement les conditions d'accès au logement social et la gestion de ce parc par les bailleurs présents sur le territoire parisien, d'où les réformes des commissions d'attribution, la mise en place expérimentale, notamment dans le 18e et à l'Hôtel de Ville et dans quelques autres arrondissements de la cotation, plus un certain nombre d'actions qui sont menées auprès des bailleurs pour faciliter les mutations internes, et enfin, la mise en place d'un comité dédié au suivi de la gestion du parc des 4 bailleurs liés à la ville, que sont Paris Habitat, la RIVP, Elogi et la SIAMP. Dernier objectif, c'est poursuivre la requalification du parc de logements parisien et l'adapter aux exigences du plan climat-énergie. Et donc, pour cela, il y a l'OHD, il y a l'OPA, il y a dans les prochaines semaines un plan dit 1000 immeubles destinés à rénover les passoires thermiques qui va être présenté. Et il y a aussi un objectif de 4500 logements sociaux par an qui devraient aussi être réhabilités. Alors maintenant, je viens à ce que cela signifie pour notre arrondissement. D'abord, le premier point, c'est donc augmenter l'offre de logements. On a voté très récemment le droit de préemption urbain renforcé. C'est un des éléments qui va nous permettre de continuer à travailler à l'augmentation de l'offre de logements. Il y a les biens de l'État, pour nous,
On est concerné notamment par les sites ferroviaires que nous sommes en train d'acheter du côté de Paris Nord-Est, que peut-être nous allons pouvoir aussi soit acheter, soit faire une opération commune avec la SNEF autour de ce qu'on appelle la chapelle Ordener, c'est-à-dire à l'angle Ordener-la rue des Poissonniers, où il y a toute une partie SNCF qu'on devrait pouvoir récupérer pour faire donc du logement. Il y a aussi bien sûr les différentes zones d'aménagement qui ont déjà été lancées. Sans oublier l'appropriation publique d'un certain nombre d'immeubles du parc social dégradé que nous continuons à opérer. Voici donc les différentes modalités d'accroissement de l'offre de logements sociaux dans le 18e, mais c'est des choses qui nous sont connues, mais simplement elles sont réintroduites dans un cadre plus général. Deuxième, répondre à la diversité des besoins, mais tout en privilégiant les logements familiaux. Donc, on continuera à créer du logement familial, sans oublier non plus le logement pour les étudiants dans l'arrondissement, dans la perspective de l'arrivée du campus Condorcet. Mais il ne s'agit pas de faire à chaque fois que du logement étudiant ou du logement jeunes travailleurs, mais faire aussi du logement familial. La diversité des besoins, c'est aussi la réhabilitation et la restructuration en résidence sociale du foyer de travailleurs migrants Marc Seguin, qui est attendu depuis un certain temps, et vous savez qu'il passe entre autres par la création de 50 logements travailleurs migrants dans Chapelle Internationale. On poursuivra aussi l'humanisation des centres d'hébergement d'urgence et les CHRS, ça c'est plutôt le domaine de Gérald, et chercher un équilibre entre les différentes catégories de logements pour contribuer à la mixité sociale. En réalité, c'est quelque chose que nous faisons déjà depuis longtemps, mélanger du plus, du PLAI et du PLS, parfois en mettant le curseur un peu plus fort sur les PLAI quand on est du côté de Montmartre, et parfois en mettant le curseur un peu plus fort du côté du PLS quand on est dans des zones où il y a déjà pas mal de logements sociaux. Troisième point, améliorer la qualité de vie dans les quartiers. Tout ça, ça passe notamment par les secteurs politiques de la ville. Ça passe aussi par la continuité de la convention en voie d'achèvement signée avec l'ANRU, qui va donc pouvoir être poursuivie si la candidature est acceptée pour un périmètre s'étendant de la porte Montmartre à la porte d'Aubervilliers, au titre des opérations d'intérêt national. Et c'est aussi même demande qui est faite pour le sud du quartier de la Goutte d'Or, notamment pour essayer de résoudre les problèmes liés aux arcades de la rue de la Goutte d'Or et au passage Boris-Vian. Quatrième point, améliorer le parc en intégrant les enjeux de lutte contre le changement climatique. Donc, d'abord, ça passe par continuer la lutte contre l'habitat indigne et prévenir la dégradation du bâti parisien. Pour cela, je vous rappelle, l'OAHD dans lequel nous avons beaucoup d'immeubles, des adresses individuelles, l'OPA Béliard, après l'OPA Chapelle, maintenant c'est l'OPA Béliard-Doudoville qui continue et qui a été lancé en 2010. Et il est question d'étudier l'opportunité de conduire une autre OPA sur l'arrondissement pour traiter les poches d'insalubrité résiduelle, et cela sera examiné bientôt. Enfin, je vous rappelle que l'Observatoire de l'insalubrité est un outil qui a été créé sur l'initiative de la mairie du 18e, mais au niveau parisien, et que pas mal d'immeubles sont suivis, sont repérés, et du coup sont suivis pour essayer d'éviter qu'ils tombent dans l'insalubrité. Il en est de même pour le très grand nombre d'hôtels meublés et de tourisme que nous avons dans l'arrondissement. Il s'agira aussi, enfin, pour l'amélioration des performances énergétiques des logements, de mobiliser l'Agence parisienne du climat et le programme d'intérêt général copropriété Objectif Climat. C'est une possibilité d'obtenir, dans le cadre d'un certain nombre d'engagements pour améliorer les performances énergétiques des immeubles, l'occasion de pouvoir toucher des aides financières pour la réalisation notamment d'un diagnostic énergétique approfondi et d'un accompagnement des travaux.
En complément, un travail statistique sur tous les immeubles parisiens sera conduit en 2015 pour identifier les immeubles qui présentent les indicateurs les plus négatifs, les passoires énergétiques. Et de là sortira le plan 1000 immeubles dont j'ai parlé tout à l'heure. Et bien sûr, le parc social doit être un exemple en matière de développement durable, et donc un effort plus grand sera fait pour que toutes les réhabilitations s'efforceront d'atteindre une consommation énergétique conventionnelle de 80 kWh par mètre carré par an, ce qui, jusqu'à présent, n'était pas toujours très respecté, même si c'est parfois très compliqué. Voici, grosso modo, le panorama de ce qui est dit dans le plan local de l'habitat et qui concerne principalement le 18e. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation précise. Est-ce qu'elle appelle des commentaires? Duška Marković et Yann, non? Et Duška Marković. Et Pierre-Yves Bournazel. Et Yann ensuite. Duška. Les écologistes se réjouissent des modifications du PLH en ce qui concerne la part de logements très sociaux, familiaux, en nette augmentation. La mise en place de l'encadrement des loyers, l'augmentation de la préemption dans le diffus et surtout la prise en compte du plan climat-énergie avec la rénovation thermique des bâtiments. Cependant, un certain nombre d'éléments nous paraissent encore problématiques. En premier lieu, on peut citer la répartition de la typologie de logements sociaux. L'objectif est de 30% de PLAI, 40% de PLU, 30% de PLS. Nous souhaiterions que la proportion de PLAI, c'est-à-dire logement très social, atteigne 50% de la production, puisque les plafonds de ressources correspondent à 75% des demandeurs. Il faut que l'offre corresponde à la demande sociale. Il est nécessaire de se donner les moyens d'opérer un véritable rééquilibrage territorial pour que des logements soient produits en priorité dans les arrondissements déficitaires. Cela doit passer notamment par la préemption dans le diffus. Le PLH actuel est favorable à un maintien de l'exonération du supplément de loyer de solidarité pour les logements sociaux dans les quartiers en politique de la ville, anciens et nouveaux zonages. Nous y sommes défavorables. Le décalage entre les loyers dans le parc privé et le parc social est tel que même en mettant en place des surloyers, le parc social reste largement avantageux financièrement. Il n'y aura donc pas d'effet d'éviction. En France, seulement 10% des locataires du parc social ont des revenus supérieurs au plafond et 4% paient un supplément de loyer. Cela concerne donc très peu de ménages et n'aura pas d'effet de départ massif de classe moyenne du parc social dans les quartiers concernés. Nous partageons l'objectif de mixité sociale, mais nous considérons que ce moyen n'est ni justifié ni efficace. De nombreux autres outils sont à notre disposition pour favoriser la mixité sociale à Paris, y compris dans le sens d'un rééquilibrage des classes populaires dans les arrondissements les plus riches. C'est aussi grâce à l'encadrement des loyers, avec la production de logements sociaux, y compris dans le diffus, en luttant contre la spéculation et contre les ventes à la découpe, que nous permettrons aux familles de rester vivre à Paris. Sur la transformation du bureau vide en logement, le PLH acte au moins 200 000 m². Il semble que techniquement, nous puissions atteindre 250 000 m². Nous souhaiterions que le chiffre inscrit dans le PLH puisse donc être modifié. Enfin, sur la rénovation thermique, le lien entre le choix des immeubles à rénover en priorité, notamment dans le parc social, et la situation des locataires n'est pas développée. Il faudrait pourtant un croisement effectif entre la situation des immeubles, en agissant en priorité sur les plus énergivores, dans le parc social comme dans le parc privé, et sur les îlots de précarité énergétique. Pour toutes ces raisons, j'appelle le groupe des écologistes à s'abstenir sur l'adoption du programme local de l'habitat modifié en l'état actuel. Nous demandons les modifications précitées. Merci. Alors, j'ai Monsieur Bournazel, puis Madame Prémel, puis Madame Méal, et je demanderai ensuite à l'adjoint à la maire de Paris en charge de ces questions de donner des éléments, et puis à Michel Lerneuf d'intervenir. Monsieur Bournazel. Oui, c'est secondaire, mais d'abord une question de forme. On n'est pas au Conseil de Paris, vous l'avez rappelé, donc l'adjoint au logement de la ville de Paris n'est pas là pour nous répondre, mais doit s'inscrire dans l'ordre
effectif des choses et pas simplement venir ensuite nous donner des leçons dont on a déjà de nombreuses au Conseil de Paris, dont on se passerait volontiers au Conseil du 18e. Juste un mot là-dessus, comme ça vous pourrez faire de votre intervention sur le fond. Il n'est pas totalement absurde que quand on a la chance, puisque c'est comme ça, d'avoir un élu chargé de ces questions directement, il puisse apporter les éléments de complément et de réponse en ce qui le concerne. Et beaucoup des questions qui ont été posées, notamment dans les interventions précédentes et sans doute dans la vôtre, ne concernent pas directement ou uniquement le 18e. Oui, mais vous avez dit à Madame Méal tout à l'heure, alors qu'elle est présidente de la commission culture de la ville de Paris, qu'elle mélangeait le Conseil de Paris et son titre de conseiller de Paris et de président de la commission culture avec le Conseil du 18e. Il ne faudrait pas qu'il y ait deux poids, deux mesures. C'est tout ce que je voulais dire, mais c'est secondaire. C'est tout à fait secondaire. Le fond, après le réquisitoire qui a été mené par les écologistes sur la politique de logement de M. Brossat et de Mme Hidalgo, nous aussi nous allons faire un réquisitoire qui n'est pas forcément le même. Le réquisitoire, c'est d'abord qu'il faudra nous expliquer où sont les classes moyennes. D'abord parce que les attributions de logement, vous allez nous expliquer que les classes moyennes sont éligibles. Sauf que quand on regarde de manière effective, elles sont peut-être éligibles, mais elles ne sont pas élues. C'est-à-dire qu'elles sont rarement, elles se voient rarement attribuer un logement. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est qu'il y a une contradiction assez étonnante entre l'idée de dire nous allons essayer de jouer pour que le marché puisse s'ouvrir à davantage de personnes et en même temps oublier le privé. Si on n'a pas plus d'offres de logements privés, on ne jouera jamais sur les prix. Nous considérons que c'est à l'échelle de la région Île-de-France que nous devons avoir plus d'offres de logements privés si on veut jouer sur les prix. Aujourd'hui, il y a un problème d'équilibre entre l'offre et la demande. Il y a plus de demandes que d'offres. Et si on veut un jour que les prix se stabilisent et baissent vraiment à l'échelle de la région et un jour dans Paris, il faudra plus d'offres. Et il faut bien que Paris y participe. Où est la vision de l'offre privée dans votre politique? Ensuite, sur les classes moyennes, non seulement elles sont éligibles, mais vous ne leur attribuez pas de logement, mais vous avez reconventionné depuis de nombreuses années un certain nombre de logements où vivaient les classes moyennes, et vous avez reconventionné ces logements en logements très sociaux, et ces classes moyennes, évidemment, se sont trouvées prises en étau. Et on sait très bien, et toutes les études le démontrent, qu'aujourd'hui, il y a une juxtaposition de plus en plus forte, à Paris, les dernières études l'ont démontré, entre ceux qui sont les plus précaires et ceux qui sont les plus riches. Et on aura beau le tourner comme on veut, toutes les études le montrent, et qu'à un moment donné, les classes moyennes sont décisives dans le vivre ensemble, dans tous les quartiers, parce que c'est elles qui font justement le lien, et quand il manque un maillon dans la chaîne, progressivement, il va y avoir un problème. Et donc, il faut absolument penser aux classes moyennes dans les attributions de logement. Il ne suffit pas de dire qu'elles sont éligibles, il faut les faire élire dans les choix des attributions. Ensuite, il y a aussi un problème, c'est que nous avons voté une délibération au mois de décembre sur la préemption d'appartements à Paris, la nouvelle politique menée par Mme Hidalgo et M. Brossat. Sauf que ces 800 millions d'euros, nous nous proposons de les garder pour le logement social, mais nous proposons que ça aille sur du neuf. Toutes les études démontrent que ce qui manque, c'est du neuf. C'est pas de prendre un appartement qui existe déjà et de le transformer par une autre catégorie, pour choisir une population et en mettre une autre, c'est de faire en sorte qu'il y ait de nouveaux logements pour qu'il y ait plus d'offres aussi de logements sociaux. Et on a bien besoin d'investir ces 800 millions d'euros dans des nouveaux quartiers. On connaît suffisamment de portes à Paris qui ont besoin d'être réhabilités, besoin d'être rénovés, où on amène de nouveaux logements effectifs. Et bien moi, je propose que les 800 millions d'euros que M. Brossat veut mettre sur la préemption, c'est-à-dire sur la transformation de logements existants et en les transformant en catégories, qu'on les mette sur des logements neufs pour offrir de nouveaux logements aux demandeurs qui en ont besoin, tout en permettant à ceux qui vivent aujourd'hui dans le logement de pouvoir y vivre et ne pas en partir. Et puis, où est l'accession sociale à la propriété? Bah oui, il y a des gens qui n'ont pas les moyens de devenir propriétaires. Elle est où l'accession sociale à la propriété? Quand on a payé régulièrement son loyer, quand on s'est bien comporté, qu'on a été dans un logement social, qu'on a progressé tout au long de sa vie parce qu'on a eu des revenus qui ont augmenté, et qu'à un moment on veut acquérir son logement et le transmettre à ses enfants, elle est où votre politique en matière d'accession sociale à la propriété, ne serait-ce que pour des petits logements ou des logements de taille moyenne, parce que je sais que pour les très grands logements c'est plus compliqué parce que ça reviendrait cher, mais déjà sur des petits logements ou des logements de taille moyenne, ça serait bien de faire de l'accession sociale à la propriété. Ça, on n'en entend pas parler. Donc, au fond, on voit bien que la stratégie qui est menée maintenant depuis 10 mois
c'est une stratégie des mots. Je parle, j'annonce, et chaque semaine, j'ai quelque chose à dire dans la presse ou dans les médias. C'est une chose. Le problème, c'est qu'il faut des actes. Et depuis que vous êtes en responsabilité, il y a de plus en plus de demandeurs de logements sociaux. Il y en avait 89 000 en 2001, et aujourd'hui, il y en a plus de 170 000. Vous nous avez confessé cela à une commission du Conseil de Paris. Alors, à un moment donné, il faut réagir. Et puis, il ne faut pas travailler seul. C'est pas Paris Intramuros qui pourra tout faire. C'est à l'échelle de la région, c'est à l'échelle de la métropole qu'il faut agir. Et là, où sont les synergies? Où sont les volontés politiques d'agir en concertation pour avoir une stratégie d'urbanisme, une stratégie de logement pour les plus précaires, pour les classes moyennes, pour l'accession sociale à la propriété, et puis pour les classes moyennes un peu plus supérieures, qui ont la chance de pouvoir acheter dans le privé, à qui il faut bien proposer de l'offre si on veut jouer, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur les prix. Cela, on ne le voit pas. Et puis enfin, je n'avais pas prévu de le faire, mais puisque M. Brossard va s'exprimer après moi, je vais lui poser une question. Comment on peut être adjoint en charge du logement à la ville de Paris, être membre de la commission d'attribution de la ville de Paris, des logements, tenir soi-même des permanences, recevoir des demandeurs de logement social? Que leur dites-vous, au fait, à ces demandeurs de logements sociaux? Que vous ne pouvez pas leur attribuer de logement? Qu'il faut aller voir ailleurs? Ou est-ce que vous leur expliquez, vous, qui êtes membre de la commission d'attribution et adjoint au logement et qui avez le pouvoir, que vous pouvez leur avoir un logement? Nous aimerions savoir, dans la transparence, dans l'équité, dans l'éthique et votre morale, ce que vous leur dites lorsque vous recevez des demandeurs de logements sociaux, alors que vous avez le pouvoir et que vous nous expliquez qu'il y a maintenant des points et des critères objectifs. Si critères objectifs il y a, alors vous n'avez plus à les recevoir, puisque de toute façon, vous ne pouvez rien faire pour eux. Bien, s'il vous plaît, je suis pas convaincu que ce type de sous-entendu ait un sens quelconque. Nous sommes chacun des élus en responsabilité. Oui, mais étonnamment, vous posez cette question à Yann Brossard, vous ne la posez à aucun des autres élus de cet arrondissement, et tous, à l'exception de moi-même, je dois le dire, mais pour des raisons d'agenda, tiennent des permanences où il est question de logement. Et il me semble que viser comme ça un élu par rapport à d'autres est particulièrement de mauvaise pratique, ne rehausse pas la qualité du débat politique et en plus n'a aucun sens sur le fond. Pour le reste, je ne vais pas répondre à l'ensemble des suggestions que vous faites. Je pense que les uns et les autres auront l'occasion de le faire. À commencer peut-être par Mme Prémel, à qui je donne la parole pour un temps relativement court. Madame Méal, pareil. Yann Brossard, pareil. Et enfin, Michel Erneuf pourra conclure et nous pourrons passer au vote. Très brièvement, c'est dommage qu'on en revienne à des querelles de personnes et non pas sur des méthodes. Mais donc c'est regrettable ce que vous venez de dire, Monsieur Bournazel. Nous sommes aussi à la commission, moi je suis à la commission d'attribution aussi. Je crois que c'est depuis que nous avons la cotation, depuis que nous avons l'anonymat, on voit effectivement comment aussi maintenant se met en place une réelle qualité, en tout cas d'attribution par rapport à ce qui a pu exister il y a bien longtemps. Je voudrais revenir sur deux choses sur lesquelles vous n'avez pas insisté. Ça m'étonne de vous, sur les logements, sur le fait que effectivement les logements familiaux, on insiste aussi dans le PLH sur l'attribution et sur les logements sociaux pour des familles, et ça c'est à relever. Je crois que c'est important. On passe de 2/3 à 3/4, et je crois que c'est important aussi de soulever l'intérêt qu'il y a là-dedans. Sur la mixité, je vois que effectivement mixité, on pourrait se batailler pendant des heures sur cette mixité et qu'est-ce qu'elle est. Moi, ce que je crois avant tout, c'est que il est bon de vivre à Paris. C'est pour ça aussi que beaucoup de gens veulent rester à Paris et désirent aussi être à Paris. Mais c'est aussi quand on est sur du logement intermédiaire, on est aussi avec des gens qui travaillent, on a des infirmiers, on a tout un tas de personnes qui sont de la couche moyenne. J'espère qu'on parle de la même, en tout cas de tous ces travailleurs, en tout cas, qui peuvent effectivement aussi permettre d'être dans ces logements sociaux et d'être dans la mixité. Alors la préemption va dans ce sens-là, me semble-t-il. C'était justement aussi là où il y a des arrondissements très déficitaires, de pouvoir mettre aussi la possibilité d'occuper certains logements par des logements sociaux.
Donc j'insisterai sur ces choses-là, et je voudrais dire que il n'y a pas de la couche moyenne. Un jour, il faudra qu'on s'entende sur cette couche moyenne. Je crois que la couche moyenne, moi je passerai des classes qui effectivement sont des classes qui travaillent à Paris, qui veulent rester à Paris et qui ont différents effectivement revenus et qui peuvent aussi habiter dans les logements sociaux, et qui, quand on est dans les commissions d'attribution, on le voit, peuvent accéder aussi à ces logements sociaux. Je rappelle que, compte tenu des prix du logement à Paris, c'est bien le logement social qui protège les classes moyennes et pas l'inverse. Madame Méal. En tant que représentante du groupe UDI Modem, je suis extrêmement partagée. Extrêmement partagée parce que c'est vrai que pour nous, l'engagement du groupe sur la question du logement, on a même parlé de plan Marshall du logement, est quelque chose d'extrêmement cardinal pour la dignité et le rayonnement enfin des personnes. Et c'est vrai qu'on voit bien que quelques, en tout cas, propositions de ce plan qui avait été porté pendant la campagne municipale, beaucoup de propositions ont été reprises. Donc, je l'ai cité pêle-mêle, la création des 10 000 logements, le rééquilibrage géographique de l'implantation des logements, l'objectif de mixité sociale et fonctionnelle, enfin l'équilibre entre les logements et les activités, l'affectation des 50% des surfaces créées par les opérations d'aménagement du logement, la transformation des 200 000 mètres carrés de bureaux en logements, et puis l'objectif, vous l'avez tous signalé, des logements familiaux et 35% de T4, la lutte contre l'insalubrité, et notamment la question aussi des foyers de travailleurs migrants, la baisse de la consommation d'énergie de bâtiments sur le plan climat. Donc c'est 50% où on pourrait dire qu'on serait relativement d'accord. Par contre, il reste les autres 50%, et c'est bien évidemment, par rapport à notre programme, l'objectif de création des 30% de logements sociaux en 2030, sur lesquels nous ne sommes pas d'accord, puisque nous considérons que c'est encore une surenchère, la réduction des 25% des émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du parc de logement à l'horizon 2020, alors que la moyenne, en tout cas nationale, est de 20%. Encore une fois, toujours cette surenchère. Et puis, je pense que Pierre-Yves a bien développé la question des logements intermédiaires, où en effet, ça reste quand même un trou béant, même si ils sont appelés de vos voeux. Et enfin, l'absence d'une stratégie perspective métropolitaine en matière de logement. Et je voudrais aussi rappeler que lors du débat budgétaire de décembre, le groupe UDI Modem a rappelé son attachement à l'aide à l'accession à la propriété, en déposant un vœu visant à augmenter de 50% l'enveloppe dédiée au prêt Paris Logement à 0%. Donc 50-50, mais la balance, elle pèse plutôt pour que nous nous abstenions, même si c'est une abstention positive par rapport à ce plan modifié. Merci, je vais laisser la parole à Yann Brossat. Juste un commentaire en passant. Moi, j'entends tout ce qui est dit sur la métropole, et effectivement, la compétence logement sera une compétence centrale de la métropole. En attendant, il serait utile que les nouveaux maires des villes de la Petite Couronne ne mettent pas fin à tous les projets de logements sociaux qui ont été engagés par leurs prédécesseurs, avant de parler de la métropole, que chacun dans ces villes, à minima, mettre en œuvre les décisions qui ont été prises. Et je dois malheureusement constater que beaucoup de vos amis politiques qui ont été élus n'ont pas cette logique et parlent beaucoup de la métropole, sans doute pour éviter de faire chez eux. Yann Brossat. Merci Monsieur le maire. D'abord, je voudrais vraiment remercier l'ensemble des intervenants qui, à une exception près, ont fait porter le débat sur le fond sur une question stratégique. Cet intervenant est manifestement un peu obsédé par moi, désolé de lui dire que ça n'est pas réciproque, et je vais donc essayer de répondre sur le fond. Un mot quand même sur la question des attributions de logement. Je n'admettrai pas la moindre allusion ou le moindre soupçon sur la manière dont nous attribuons les logements, précisément parce que c'est dans cette mandature, sous l'impulsion d'Anne Hidalgo, et j'ai été chargé de mettre en œuvre cet engagement, que nous avons anonymisé les logements lorsqu'ils passent en commission, et que par conséquent, lorsque nous attribuons des logements en commission de désignation de la ville de Paris, nous ne connaissons même pas les noms des personnes auxquelles nous les attribuons. Et donc, lorsque nous tenons les uns et les autres, parce que heureusement je ne suis pas le seul, des permanences, d'ailleurs Jean-Yves Manot le faisait également,
dans son arrondissement qui était le 16e sous la mandature précédente. Notre rôle, c'est aussi de rappeler les règles, d'expliquer quel est le mode d'attribution des logements sociaux, d'aider aussi un certain nombre de demandeurs à actualiser leurs demandes, à remplir correctement les documents justificatifs. Et je crois que c'est notre devoir démocratique de permettre aux demandeurs d'avoir tous ces éléments-là à portée de main lorsqu'ils sont confrontés à un élu. Et c'est comme cela qu'on fait honneur, je crois, à la démocratie locale qui nous tient tous à cœur. Maintenant, sur les questions qui ont été abordées. Au fond, ce programme local de l'habitat qui résume notre politique du logement, il marque 3 inflexions, je crois, par rapport à ce que nous faisions au cours des dernières années. D'abord, nous revoyons à la hausse, c'est vrai, nos objectifs de production de logements sociaux, puisque nous allons produire dans les 6 ans qui viennent, à l'échelle de Paris, entre 7000 et 7500 nouveaux logements sociaux. J'insiste sur un point. Le logement social que nous produisons, il s'adresse aux classes populaires et aux classes moyennes et aux classes populaires, les unes et les autres. Et je crois que tout discours qui consiste à opposer les uns et les autres est un discours destructeur et un discours extrêmement dangereux. Moi, ce que je souhaite, c'est que dans nos logements sociaux puissent vivre des infirmières, des policiers, des cadres, des demandeurs d'emploi, parce qu'il y en a aussi, bref, la société parisienne telle qu'elle se présente aujourd'hui, l'ensemble de ceux qui aujourd'hui, au vu de leurs revenus, ont du mal à se loger dans le parc privé. C'est ça la mission du parc social et c'est ce qui nous conduit à avoir une politique large en matière de logement social et à répartir nos logements de telle sorte qu'ils répondent à ces demandes qui sont effectivement des demandes très larges. Je crois que c'est la mission du logement social et en tout cas c'est comme cela que nous le concevons. Deuxième inflexion, les logements pour les familles. Je crois que c'est un sujet absolument majeur. Nous avons besoin de grands logements et notamment de logements pour les familles. Vous savez, le 24 décembre dernier, j'ai passé le réveillon dans un centre d'hébergement du 19e arrondissement, le centre d'hébergement Pauline Roland. Combien de femmes, en l'occurrence, puisque c'est un centre d'hébergement pour femmes avec leurs enfants, restent 1 an, 2 ans, 3 ans dans ces structures-là parce qu'il nous manque des logements sociaux qui leur permettraient de sortir de ces structures. Eh bien, je crois que pour répondre à leurs demandes, pour libérer un certain nombre de places dans des foyers, dans des centres d'hébergement, nous avons besoin de produire du logement à destination des familles, ces familles qui sont en grande difficulté, mais aussi les familles de la classe moyenne. J'en viens à la 3e inflexion, la 3e innovation de ce programme local de l'habitat, c'est le développement du logement intermédiaire. Et notamment dans le 18e arrondissement, notamment dans des quartiers comme La Chapelle, nous allons avoir l'opportunité de développer du logement intermédiaire à destination des familles de la classe moyenne. Et c'est, je crois, un élément absolument majeur. Nous allons produire chaque année entre 1000 et 1500 logements intermédiaires. C'est de l'offre nouvelle et c'est de l'offre pour les classes moyennes parce que nous souhaitons que les classes moyennes puissent vivre dans cette ville, puissent vivre à Paris. Un dernier mot sur le secteur privé. Nous ne sommes pas contre l'accession à la propriété. D'ailleurs, il y a dans ce PLH une proportion importante de logements qui seront de l'accession à la propriété, qui sont des logements libres. La question qui se pose, et c'est une question que je vous pose de manière tout à fait honnête, même si évidemment j'ai une part de réponse qui est celle qui est apportée par le PLH. Comment est-ce qu'on fait en sorte que des Parisiens de la classe moyenne puissent accéder à la propriété? Est-ce que la question, c'est simplement d'avoir un prêt de la ville, ou est-ce que ça n'est pas plutôt de travailler de manière intelligente avec les promoteurs, comme l'ont fait un certain nombre de villes? Je pense à Saint-Ouen, je pense à Nanterre, je pense à Pantin, qui ont permis que nous ayons des prix d'accession maîtrisés. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir du 10 000 ou 12 000 euros du mètre carré comme on a en ce moment au Batignolles, on ait des prix qui soient bien inférieurs parce que chacun a fait des efforts, parce que la ville aura fait des efforts sur la charge foncière, parce que le promoteur aura fait des efforts sur ses marges. C'est comme cela qu'on réussira à faire en sorte que les classes moyennes puissent vivre à Paris. Vous savez, c'est ce que les promoteurs disent eux-mêmes. Aujourd'hui, les promoteurs privés nous disent à 10 000, 12 000, 13 000 euros du mètre carré, je ne trouve pas preneur. Et donc c'est avec eux
qu'il faut que nous travaillions pour faire en sorte qu'on ait des prix d'accession maîtrisés. Et c'est d'ailleurs l'un des chantiers sur lesquels nous travaillons qui va déboucher dans les semaines qui viennent, une charte promoteur qui engagera la ville et le secteur privé pour avancer sur cette question. D'autres villes l'ont fait, nous devons le faire et c'est comme cela que nous avancerons sur ce sujet. Merci. À ce titre, le programme dont nous avons d'ailleurs posé la première pierre rue Béliard est une première réponse pour faire dans les quartiers populaires de l'accession à la propriété à des prix relativement maîtrisés, parce qu'on peut aussi penser en matière d'innovation et les promoteurs, en l'occurrence ceux qu'on a vus, Yann Brossa et moi-même à cette occasion, ont beaucoup d'idées pour avancer et nous, on est là pour les aider aussi à mettre en œuvre. Tout ne passe pas forcément systématiquement par l'action publique. Donc Pierre Bournazel m'a redemandé la parole. Si c'est pas pour une mise en cause personnelle, je veux bien vous la laisser pour quelques instants. Si c'est pas le cas, je vais demander à Michel Lerneuf de conclure. Monsieur Bournazel. Si, c'est une mise en cause personnelle. Simplement pour dire que mon obsession, elle est contre le dogmatisme de la politique qui est menée et dire qu'il n'y avait pas de fonds alors que j'ai évoqué l'accession sociale à la propriété, j'ai évoqué les classes moyennes, j'ai évoqué la métropole, j'ai évoqué les 800 millions d'euros sur la préemption plutôt sur des nouveaux logements et notamment sur la réhabilitation des ports. C'est une vraie politique. Et vous m'excuserez, une opposition a le droit de poser des questions. Oui, ma question était pertinente. L'adjoint au logement, c'est-à-dire celui qui oriente la politique du logement de la ville de Paris, celui qui est membre de la commission d'attribution des logements sociaux, reçoit dans une permanence des demandeurs de logements sociaux, il nous explique, j'en prends acte, que donc il leur explique comment ça fonctionne et qu'il leur dit qu'il ne peut rien faire pour eux, j'espère que cela est vrai, et que rien ne démontrera le contraire, et notamment des interventions et des courriers où ces personnes seraient signalées, parce qu'alors à ce moment-là, vous seriez pris en délit de mensonge. Je propose que chacun soit juge par lui-même des propos qui viennent d'être tenus. Alors, j'ai Monsieur Honoré et Madame Boyer. Moi, je veux bien tout ce qu'on veut, mais je vous demande d'intervenir brièvement et je redis que on est dans un débat qui a une forme de tenue. Je crois que Michel Lerneuf a aussi des réponses à apporter à l'ensemble des interrogations légitimes qui ont été portées. Si c'est pour ramener le débat à des choses de ce type, très franchement, moi je laisserai juge le public et ceux qui nous regardent et les élus. Je crois que c'est pas à la hauteur de notre débat. Donc Monsieur Honoré puis Madame Boyer, oui. Et soyez responsable de vos propos, ça me paraît utile. Merci, monsieur, pardon, excusez-moi, merci, monsieur le maire. Je suis toujours responsable de mes propos et après, on juge, mais c'est moi qui décide ce que je veux dire. Oui, bien sûr, mais nous sommes en démocratie, liberté d'expression. Je voulais simplement faire une précision et le dire ici. Il se trouve que je fais partie de la commission d'attribution des logements de la ville de Paris, au titre de l'opposition. D'accord ? Ma présence dans cette commission, je veux le dire d'une manière claire, nette et précise, ne signifie pas validation et ne signifie pas caution du système mis en place. J'aurai l'occasion de m'exprimer sur ce sujet en temps utile. Je ne voudrais pas que parce que l'opposition est représentée par ma personne à cette commission, on puisse dire, s'il y a l'opposition qui jusqu'à maintenant n'a rien dit, c'est que tout va bien. Ce n'est pas... Voilà, je voulais simplement faire une mise au point, et lorsque j'aurai quelque chose à dire, je ne demanderai pas la permission à qui que ce soit, je ferai les remarques et je prendrai les positions qui conviennent sur le système lorsque je le jugerai utile. Voilà. Bien. Madame Boyer. Oui. Oui, mais c'est vrai qu'il ne marche pas. Ça marche là ? Parfait. Alors, c'est une question pour Monsieur Lerneuf concernant les hôtels meublés, parce qu'on n'en parle jamais. Les hôtels meublés, qui sont très nombreux dans la fiche 18e, nous avons pratiquement une centaine d'hôtels meublés qui pratiquent l'hébergement social, souvent dans un état vraiment de délabrement, en tout cas pas du tout HQE, et vraiment qui n'honore absolument pas l'offre en logement que nous pouvons offrir aux gens qui sont même en difficulté. Alors,
Moi, je ne comprends pas pourquoi on s'en tient. C'est le statu quo. Disons, on considère que c'est une forme normale, que ça doit exister. On dit même qu'on va aider les hôteliers à améliorer leurs hôtels et qu'on les surveille. Ben moi, je pense que ce sont vraiment des points noirs et ce n'est pas du tout de bonne politique. Je pense que même qu'un objectif un peu humain et ambitieux, ça serait justement progressivement, en tout cas de les désaffecter, de ne plus les solliciter et de trouver des solutions alternatives. Voilà. Et surtout dans le 18e. Surtout dans le 18e. Donc je pose la question à M. Nerneuf. Qu'en pense-t-il ? Alors, comme il s'agit d'une nouvelle question, avant de laisser la parole à Michel Nerneuf, cette question, je vais peut-être donner la parole à Gérald Briand, qui suit de plus près la politique d'hôtel, qui est une vraie politique problématique. Juste un mot préalable pour conclure les échanges qui ont eu lieu. Moi, je vois bien la manœuvre politique qui est en cours pour essayer de laisser imaginer que notre pratique en matière d'attribution de logement ne serait pas transparente et démocratique. Je le dis à l'opposition très franchement, vous vous trompez si vous imaginez une seule seconde tromper n'importe quel Parisien sur ces questions. Depuis 2001, les pratiques ont largement évolué. Heureusement, il était temps. Et ce n'était pas notre majorité qui pratiquait comme d'autres l'ont fait. Et moi, je ne crois pas une seule seconde que vous convaincrez un quelconque Parisien avec ce genre d'intervention, sur un sujet qui, très clairement, s'il y a bien un sujet sur lequel les évolutions sont notoires, où les ruptures, absolument, Daniel Vaillant me souffle le mot, les ruptures sont fondamentales, c'est celui-là. Et je crois que vous engagez un bien mauvais combat et qui n'est vraiment pas à la hauteur de ce que doit être notre débat politique aujourd'hui et qui est en tout cas pas à la hauteur de ce qu'attendent les Parisiens et les Français du débat politique aujourd'hui. Gérald Briand, sur les hôtels qui sont pour le coup un vrai sujet et un sujet compliqué et qu'il convient d'évoquer. Oui, lors de la précédente mandature, nous avions fait des états généraux sur les hôtels meublés, notamment tout ce qui était hébergement d'urgence. C'est vrai que nous souffrons à Paris d'un manque de résidences sociales, pension de famille, maison relais, ça dépend comment on les appelle, qui est dû d'abord à une paupérisation de plus en plus importante. On a aujourd'hui une montée de la crise objective avec une montée de la misère. Aujourd'hui, on a quand même 13 à 14% de personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Donc des choses qui sont très lourdes à gérer. Donc nous, on s'est engagé dans la précédente mandature à essayer justement d'éviter le recours systématique aux hôtels, parce que les hôtels, en plus de ce que vous décrivez qui sont vrais, c'est-à-dire que il y a des problèmes d'insalubrité, il y a des problèmes de prostitution parfois, j'en rajoute pas, mais on a toutes ces choses-là. Il n'empêche que aujourd'hui, ils ont été un peu traditionnellement le moyen de mettre à l'abri dans l'urgence des familles. Parce que quand un vendredi soir à 17h, vous vous retrouvez avec une famille sous les bras au centre d'action sociale et que vous n'avez pas de résidence sociale, vous les mettez à l'hôtel parce qu'il n'y a pas d'autre choix, parce que c'est ça ou la rue, et tout le monde préfère que ça soit avec un toit sur la tête. Donc du coup, toute la politique qui est actuellement mise en place, elle est justement de permettre d'échapper à la mise à l'hôtel. Donc il y a des constructions de résidences sociales, il y en a qui sortent de plus en plus. On essaye vraiment d'avoir une grande ambition. On a aussi des discussions avec des promoteurs parce que on veut aussi permettre sur la question de l'hébergement d'urgence de multiplier les dispositifs. Notre objectif n'est pas d'en finir avec les hôtels meublés. Il y a toujours eu des hôtels meublés, il y a une tradition d'hôtels meublés parisienne, mais c'est vrai que nous voulons être de plus en plus vigilants et ne plus être sous la coupe de certains qui, eux, sont de véritables marchands de sommeil qu'il faut combattre. C'est pour ça qu'avec le SAMU social, il y a un dispositif qui maintenant existe, qui permet qu'il y a des contrôles qui se font, des contrôles clandestins, c'est-à-dire que les gens ne sont pas annoncés. Il y a des inspecteurs du SAMU social qui vont visiter, qui retirent l'agrément en cas de besoin. Il y a des négociations sur les tarifs. Enfin, il y a toute une politique qui est aujourd'hui mise en place et qui, de mon point de vue, ne porte pas encore assez ses fruits, mais qui est engagé, et j'espère encore qu'on va pouvoir faire de nouvelles propositions dans les mois qui viennent pour avoir en plus des dispositifs qui puissent aider à décongestionner. Mais c'est vrai que vous avez raison, c'est une vraie difficulté, et c'est vraiment pour nous un des dossiers prioritaires sur lequel on s'attelle. Merci. Michel Nerneuf.
Bon, beaucoup de choses ont été dites, je ne vais pas répéter l'interrogation, mais qui me paraît très importante. Toujours parler de la classe moyenne, qu'est-ce qu'on met derrière? C'est quoi? C'est à partir de combien? C'est à partir de 1500, 2000, 3000, combien? Donc ça pose déjà un premier problème. Deuxièmement, j'ai déjà fait ici même, lors de cette mandature et lors des mandatures précédentes, X fois, la démonstration que dans le 18e, nous proposions, avec le contingent que nous avons, des logements à des classes moyennes. Des gens qui ont du 3000, 3500, 4000, 5000 euros. Je l'avais montré ici, j'avais donné les chiffres. Mais qu'est-ce que vous voulez, quand on ne veut pas entendre, on n'entend pas. Enfin, la seule chose importante que je voudrais aussi préciser, c'est par rapport à l'accession à la propriété. M. Bournazel, qui n'est pas là, enfin bon, intervenait sur l'accession sociale à la propriété. Alors que vous, madame, vous êtes intervenu sur l'accession à la propriété. Dans le PLH, il y a des choses pour l'accession à la propriété, et entre autres le prêt à taux zéro, etc., qui est fait. Par contre, l'accession sociale à la propriété, c'est depuis la mandature précédente qu'il a été décidé à Paris de l'arrêter. Que signifierait l'accession sociale à la propriété qui consiste à prendre de l'argent du logement social pour créer des logements qui ne seront pas des logements sociaux pérennes? C'est-à-dire que, grosso modo, on transforme du logement social en logement privatif. Alors que nous sommes dans la démarche d'atteindre les 30%. Donc c'est pas au moment où on va essayer d'atteindre les 30% qu'on va s'amputer d'un certain nombre de projets que nous pouvons réaliser pour obtenir les 30%. Et en plus de cela, les dernières opérations de 1% de accession sociale à la propriété, je vous le rappelle, ont été faites entre la rue du Nord et la rue Émile Chêne, hein, et il y avait eu une précédente qui était rue des Amiraux. Ce sont les dernières, et au jour d'aujourd'hui, vu le prix du foncier, vu le coût de ce montage de l'accession sociale à la propriété, il a été déjà décidé, et c'est confirmé maintenant, de ne plus réaliser d'accession sociale à la propriété. Je rappelle, l'accession sociale à la propriété, ça s'adresse à tous les gens qui sont locataires de logement social, qui peuvent candidater, et après ils sont tirés au sort. Et au bout de 20 ans, ils deviennent propriétaires de leur logement, les loyers remplaçants. Donc ça, c'est un truc qu'on peut faire à Limoges, que l'on peut faire à Poitiers, que l'on peut faire je sais pas où, mais à Paris, au jour d'aujourd'hui, ce serait mettre beaucoup d'argent pour finalement une utilité qui ne serait pas si importante que cela. Merci pour tous ces éléments utiles. J'ai bien compris que le débat rebondira au Conseil de Paris, mais on voit bien que pour ce qui est du 18e, tout ça va nous apporter des évolutions que nous jugeons positives. Je vous propose donc que nous adoptions ce programme. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Je vous en remercie.